Bonjour bonnes gens. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du professeur Raoult. Ok. Alors, je sais que c'est un sujet qui divise les gens. Et d'abord et avant tout, je voudrais vous parler de son intervention, de son audition à la commission d'enquête parlementaire qui a eu lieu ce 24 juin. Et c'est une audition qui a duré plus de 3 heures. Je ne vais pas en faire le résumé parce que, voilà, d'abord, regardez sur Internet si vous pouvez trouver l'audition. Ça sera bien plus efficace de regarder directement. Mais ensuite, parce que euh, c'est pas le propos, ça risque de déborder du cadre. Mais en gros, si je vous parle de cette affaire, c'est parce que le professeur Raoult a bien mis pointé du doigt le problème essentiel dans toute cette histoire, c'est que il y a de la part de certaines parties prenantes la volonté de faire taire le messager pour pouvoir faire taire le message. Et alors le messager, en l'occurrence, c'est le professeur Raoult, mais c'est le professeur Raoult parce que c'est le professeur Raoult en tant que professeur de médecine, en tant que scientifique, en tant que médecin traitant, en tant que personnage de terrain qui a une opinion qu'on peut discuter certes, mais on ne peut pas lui enlever à lui son expérience de terrain et le retour qu'il a sur son expérience de terrain. Surtout qu'il n'est pas tout seul. Il est entouré d'une équipe très nombreuse et qui a d'autres éminents professeurs, experts autour de lui. Et il a toute une équipe. Et si je vous parle de cette audition, c'est parce que Didier Raoult a exposé en long, en large et en travers euh, ce qu'il pense sans jambage. On connaît maintenant le fait que le professeur Raoult ne mâche pas ses mots pour dire les choses qu'il pense. Et il y a, encore une fois, donc pointé du doigt euh, l'essentiel des problèmes, notamment sur le fait que nous avons un système de santé qui est dirigé par des personnes qui sont avec les directions régionales de la santé, avec les autorités, etc., qui sont détachées plus ou moins de la pratique médicale et qui prennent des décisions alors qu'ils sont entourés d'un tas de conseillers, d'un tas d'experts éventuellement, de personnes qui ils prennent des décisions. Les décideurs, ce sont par exemple les ministres, les politiques, euh, en fonction de tout un tas de paramètres, mais qui vont avoir des impacts sur le terrain, euh, mais tout en étant très éloignés de cette situation de terrain. Et ce que je trouve pertinent dans toute cette histoire, c'est le fait que le professeur Raoult, ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'il se pose des questions sur la façon de gérer, par exemple, la prévention de crises épidémiques, puisque son métier, il est infectiologue, il est virologue, donc son métier, il s'agit de prévenir les crises épidémiques quand elles arrivent et de les traiter au mieux possible. Donc, ça fait déjà un bon moment qu'il se pose des questions à ce sujet. Et en gros, il a déjà commencé il y a 18 ans
à dire qu'il faudrait, il est allé visiter des collègues chinois, apparemment, et s'est rendu compte qu'à cette époque-là, déjà en Chine, ils ont commencé à l'époque, au lendemain du SRAS notamment, à construire des centres médicaux à la hauteur, avec des services multidisciplinaires, avec des services avec des chambres d'isolement, etc. Et pour développer, par exemple, des laboratoires pour développer des tests PCR, pour tester rapidement les gens, etc., etc. Ensuite, il y a quelques années, il était en Italie, il a vu que, je crois que c'était à Milan, il a vu un hôpital qui était exactement aussi fourni de la même façon, avec un service hospitalier, 75 lits pour patients, pour isolés, 25 lits avec des chambres en dépression atmosphérique de façon à ce que les germes restent dans les chambres, etc. etc. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'il a obtenu avec l'IHU à Marseille. Et ce que préconise le professeur Raoult depuis déjà un bon nombre d'années, puisqu'il a déjà fait une audition au lendemain de la crise de la grippe porcine, vous savez, je crois que c'était en 2009. Déjà à cette époque-là, il avait été auditionné par le Sénat et il disait il faudrait ouvrir des centres comme l'IHU, enfin, voilà, des services spécialisés, multidisciplinaires, avec des possibilités d'effectuer des tests rapidement, avec une possibilité de mise en isolement de patients hautement contagieux rapidement, etc. Et ça, il faudrait le faire dans au moins 7-8 centres en France, donc les grandes villes, les grands CHU, Nantes, Paris, Bordeaux, Strasbourg, etc. Vous voyez, pour pouvoir faire face au cas où. La conclusion, elle est simple, c'est que si on avait écouté le professeur Raoult en 2010, si on avait écouté le professeur Raoult depuis, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas là eu la crise en France qu'on a eue, premièrement. Deuxièmement, le professeur Raoult a bien pointé du doigt le fait que dans les ministères, les personnes qui ont à prendre des décisions sont entourées et sont influencées par des tas de personnes différentes et qu'il est difficile d'arbitrer, mais que beaucoup de conseillers sont des personnes qui sont eux-mêmes, comment dire, comment on va dire, influencés par un agenda qui est essentiellement technique et technocratique, sans que ceci soit forcément critique à l'égard, négatif, on va dire. C'est-à-dire qu'effectivement, la médecine, notamment, est devenue extrêmement beaucoup plus technologique qu'il y a ne serait-ce qu'une quarantaine, une cinquantaine d'années. Vous avez dans les services actuellement, par exemple en orthopédie ou dans d'autres services, en cardiologie, etc. Ici, on a un CHU avec, par exemple, Kopf Clinique, c'est-à-dire tout ce qui est chirurgie du cerveau, neurologie. C'est extrêmement compliqué. Les tests qui sont faits actuellement en imagerie médicale, résonance magnétique, computer CT à basse dose, etc., etc. Enfin, ne serait-ce que cela, ça coûte une fortune à mettre au point. Et bien entendu, c'est un problème de coût, c'est un problème aussi technologique. D'ailleurs, à ce sujet, le professeur Raoult a bien pointé le fait qu'en France, il y a une carence en termes d'imagerie médicale.
Donc on a fait des coupes budgétaires, euh, voilà, mais en faisant des coupes budgétaires, on s'est privé de tout un panel de possibilités justement de pouvoir faire des diagnostics précis, de pouvoir faire une prise en charge des maladies de façon adéquate, etc. etc. Et c'est une course de vitesse, si vous voulez, par rapport à des pays comme en Asie. Apparemment, voilà, on n'est pas concurrentiel en France, c'est ce que dit le professeur Raoult du moins. Et il y a d'autres priorités sur le calendrier qui sont notamment fixées par les laboratoires scientifiques, pharmaceutiques, et on ne peut pas leur jeter la pierre en disant non, vous voyez, c'est des méchants, c'est des vilains, ils veulent vendre leurs médicaments. Bien sûr qu'ils veulent vendre leurs médicaments, mais il faut voir qu'en amont de cela, la décision de développer tel ou tel médicament, c'est d'abord et avant tout pour des priorités de santé publique aussi. C'est-à-dire que si par exemple le fameux Remdesivir qui a été nommément, comment dire, puisque on a demandé au professeur Raoult de nommer les laboratoires Gilead qui semblent avoir un intérêt à ne pas faire en sorte que l'hydroxychloroquine soit concurrentielle par rapport au Remdesivir. Bien, le Remdesivir, lui, a été développé il y a une dizaine d'années pour lutter contre l'Ebola. Donc, si ça a été développé pour lutter contre l'Ebola, c'est quand même pas en soi quelque chose qu'on doit plaindre. Au contraire, c'est très bien que les laboratoires pharmaceutiques fassent leurs recherches là-dessus. En gros, les principales recherches médicamenteuses sur ces 20 dernières années se sont focalisées sur des thérapies plus adaptées en termes de cancer, dont je suis incapable de donner les détails, mais en gros c'est la recherche médicale qui a été la plus en pointe. Les, les médicaments contre les maladies virales comme les hépatites C, qui sont une vraie catastrophe quand une hépatite C n'est pas traitée à temps, elle peut aboutir à un cancer du foie. Et dans le cas d'un cancer du foie, si c'est pas pris à temps, voilà, à moins de l'ablation, et donc il faut attendre une greffe, ou alors c'est la mort qui s'ensuit. Donc bien sûr, vous avez des priorités, et puis quelques thérapies géniques. Mais voilà, ce qui s'est passé dans cette crise du Covid, euh, à mon avis, dénonce une grosse lacune dans nos pays occidentaux. D'ailleurs, on voit qu'il y a une grosse différence entre les pays occidentaux, Europe, États-Unis, et puis d'autres pays du monde, d'autres régions du monde, comme par exemple l'Asie du Sud-Est, où en Asie du Sud-Est, on ne s'est pas posé la question. Moi, j'ai visionné à l'époque une vidéo sous-titrée en espagnol. Donc il m'a fallu dévisager l'espagnol, décrypter l'espagnol que je ne maîtrise pas. C'était sur un professeur coréen de Séoul qui était le spécialiste du Covid en Corée du Sud à cette époque-là, c'était encore vraiment très 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 récent, au mois de mars, qui disait en gros qu'ils n'avaient pas eu le choix tellement, ils ont fait comme les Chinois, ils ont repositionné des médicaments, c'est-à-dire que entre le choix de tester un médicament qui coûte quand même 4000 € la boîte et un médicament qui coûte 4 € la boîte parce qu'il est gyréniqué comme l'hydroxychloroquine. Il y avait aussi le Kaletra, je crois, qui est un anti-HIV. Et puis d'autres traitements qu'ils ont essayés. Je pense l'azithromycine aussi. Eh bien, voilà. Sans dire que le professeur en question n'était pas en train de dire qu'ils avaient trouvé la panacée avec l'hydroxychloroquine, mais que, en l'occurrence, si l'hydroxychloroquine pouvait prévenir, par exemple, éviter que
les malades fassent des formes justement graves ou que ça fasse réduire la phase de portage du virus, la charge virale, etc. Et des symptômes, bien en l'occurrence, que évidemment ce professeur confirmait qu'il était utile de tester en tout cas ces médicaments pour en tester l'efficacité. Euh, voilà, je vais essayer de retrouver les liens, peut-être je les mettrai en description de la vidéo, mais ça intéressera par exemple les hispanisants. Vous voyez, ce qu'a fait Raoult n'est pas si extraordinaire que ça. Il a simplement, il s'est inspiré des études chinoises qui sont apparemment chiantes à lire. Il y a récemment un article qui est sorti sur le Lancet, c'est une étude chinoise. J'ai essayé de la lire, en gros, pour montrer, c'est sur des patients qui sont atteints de maladies rhumatismales et dont une certaine partie de la cohorte prennent de la chloroquine dans le traitement de leur maladie rhumatismale et il apparaît que l'hydroxychloroquine aurait une, une, une efficacité préventive pour l'apparition du Covid. Euh, donc, cette étude, j'ai essayé de la lire, c'est vrai qu'elle est chiante à lire. Apparemment, les Chinois ils bombardent de détails, etc. C'est très difficile de tirer une information de ça. Mais bon, voilà. Apparemment, Raoult, lui, c'est son boulot. Hein. Il lit plusieurs études comme cela par jour. Ça fait partie de son travail, de se tenir au courant de la recherche médicale. Et, euh, et il a peut-être aussi lu les études coréennes, j'en sais rien. En tout cas, le fait est qu'il a dit dès le départ, ce qu'il a fait, lui, il ne s'en est jamais caché, c'est qu'il a repris ses études chinoises à son compte en disant, bah voilà, si les Chinois, eux, testent et repositionnent un médicament génériqué, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Hein. Sachant que si on est dans l'urgence, et c'est surtout ça dont il faut vraiment prendre conscience, c'est que si on est dans l'urgence, on ne va pas prendre le temps justement de faire des tests randomisés qui vont durer des mois sur des patients avec ce qu'on appelle le double aveugle. En fait, c'est simplement que on a la moitié, moite-moite, on a la moitié des patients qui reçoivent un placebo, l'autre moitié reçoit le principe actif et le praticien qui vous donne ces traitements ne sait pas si tel et tel patient reçoit le principe actif ou le placebo, comme ça pour éviter les influences. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un double aveugle. Sauf que d'abord, premièrement, et c'est ce qu'a dit Raoult, et là-dessus je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est absolument sans éthique. Dans un cas où vous savez que vous avez affaire à une maladie qui est potentiellement mortelle, de donner en gros des dragées sucrées à des patients dont vous savez que leur santé pourrait se détériorer d'un moment à un autre. Donc c'est irresponsable à mon avis, c'est un manque d'éthique. Et deuxièmement, quand on est en guerre, on est en guerre. C'est comme l'a dit notre cher président, si on est en guerre, eh bien tous les moyens sont bons pour avancer dans la bataille. On ne peut pas commencer à chicaner en disant oui, bon voilà, à chipoter en disant oui, il ne faudrait pas prendre ceci, il faudrait mieux prendre plutôt telle chose plutôt qu'une autre. Vous avez à aller au front. Hein. Donc le professeur Raoult a, à mon avis, et ça, ça ressort bien de son audition pendant 3 heures quand même, il a agi de façon tout à fait logique et rationnelle. Tout ce qu'on a pu lui reprocher d'avoir fait des études non randomisées, etc., peut-être qu'il n'a pas été super exigeant sur la méthode d'un bout à l'autre. Ça va de soi. Ceci dit, voilà, il avait des patients à traiter. Il en a traité beaucoup à Marseille. Ils ont traité beaucoup, beaucoup de patients. Ils ont fait une étude, une cohorte qui porte sur plus de 4000 patients. Ils ont testé plus de 5000 personnes. Enfin,
Voilà, enfin, en tout, ils ont fait plus de 150 000 tests et ils ont testé plus de 5 000 personnes positives et ils ont traité ces gens-là. Certaines personnes n'avaient pas besoin de traitement et puis, euh, ou n'en ont pas voulu, et 4 000 personnes ont été traitées. Voilà, les résultats sont là. On ne peut pas les renier. Après, on peut, et ça reste toute la question, c'est-à-dire, est-ce que l'hydroxychloroquine est vraiment efficace ou pas contre le Covid? Il y a des études qui tendent à prouver qu'au moins il y a un effet prophylactique, comme on dit, de prévention, c'est-à-dire d'empêcher l'apparition de symptômes graves et une aggravation de la maladie, ou disons de diminuer la phase de portage du virus, ce qui est déjà en soi pas mal, mais, mais peut-être que cet effet est majoré par d'autres effets, style placebo, ou je ne sais pas. En tout cas, en l'état actuel des connaissances, il apparaît difficile de se prononcer avec certitude sur cette question. Mais toujours est-il que, indépendamment de ce qu'on pense de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine ou pas, euh, il y a eu quand même des choses dans la gestion de cette crise qui posent des questions. C'est-à-dire que vous avez un médicament qui a été génériqué, encore une fois, et qui a été mis par l'Haute Autorité sur la santé sur le marché libre en 2009 parce qu'on ne voyait pas d'effets indésirables majeurs, pas de, disons, de contre-indication à ce que cette molécule soit prise en vente libre. Et c'est ce qui a été retiré donc, du marché libre au mois de janvier. La ministre Madame Buzyn a décidé, décrété qu'il fallait que ce soit prescrit. Euh, ce contre quoi, moi, je n'ai rien à dire, parce que je pense qu'effectivement, si c'est une molécule qui a une certaine efficacité, donc un certain nombre d'effets indésirables, il vaut mieux qu'elle soit prescrite par des praticiens, par des médecins, qui savent, eux, qui ont fait 10 ans d'études, pour savoir ce qu'ils ont à prescrire à leurs patients. Sachant qu'apparemment, il y a le favisme, qui est disons, une maladie génétique qui apparaît plus fréquemment chez les gens du bassin méditerranéen et qui serait une contre-indication à la prise de la chloroquine. Donc, au vu au su de cela, il me paraît normal qu'un médecin soit l'instance pour décider de proposer, de préconiser un traitement plutôt qu'un autre à leurs patients, sachant qu'ils connaissent leurs patients. Mais c'est parce que le ministère de la Santé et les autorités de la santé ont décidé. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, après cette étude complètement foireuse du Lancet, vous savez, avec ces 4 médecins qui ont fait une soi-disant étude sur 92 000 patients et en fait, voilà, ils avaient récolté des big data, c'est-à-dire avec des incongruités incroyables, c'est-à-dire des mêmes statistiques ethniques selon les pays que vous trouviez aux États-Unis ou en Afrique du Sud ou en France, etc. C'est quand même pas, quand même particulièrement là, c'est cocasse parce que si vous donnez des données ethniques en France avec des latinos et des asiatiques et des afro-américains, alors qu'en France, il est interdit de donner des données ethniques, déjà ça met la puce à l'oreille. Ensuite, vous avez exactement à quelque chose près les mêmes statistiques d'obèses, les mêmes statistiques de diabétiques, etc. Dans toutes les régions du monde. Et de fumeurs, par exemple. Ça m'étonnerait qu'il y ait autant de fumeurs ou les mêmes pourcentages de fumeurs en Afrique qu'en Asie et qu'en Amérique du Nord. Vous voyez, ça m'étonnerait aussi qu'il y ait le même pourcentage de diabétiques et de personnes obèses. Vous voyez, ça. Enfin, c'est des choses qui sautent aux yeux, à mon avis. Comme l'a dit le professeur Raoult, lui qui est habitué à lire des papiers, il s'est rendu compte dès la première lecture qu'il y avait un problème. Donc cette étude foireuse a discrédité l'hydroxychloroquine, et suite à quoi Olivier Véran n'a attendu apparemment que cela pour faire interdire carrément la prescription de l'hydroxychloroquine. Et là, ça pose un problème. C'est-à-dire, c'est des autorités de santé qui qui se substituent à la responsabilité des médecins. Alors que les médecins ont tous déposé
prêter serment d'Hippocrate, c'est-à-dire qu'ils sont censés agir pour le mieux de leur patient. C'est primum non nocere, c'est-à-dire euh, c'est la priorité d'un médecin qui est de soigner ses patients euh, en- dans son âme et conscience. Là, il y a quelque chose, ça fait partie des incongruités de toute cette histoire. Quoi qu'on pense de l'hydroxychloroquine, je pense que la liberté de prescription d'un médecin devrait être une liberté justement garantie par les droits fondamentaux. Et voilà, sachant que si un médecin prescrit du cyanure, à mon avis, il ne va pas garder ses patients longtemps. Et puis, bon, ben voilà, après, donc, on est bien d'accord. Il y a, bien entendu, le reste, ça se règle par voie juridique. S'il y a des abus, s'il y a des choses qui ne vont pas. Et il y a quand même un ordre des médecins qui est censé aussi jeter un coup d'œil là-dessus. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui sont incompréhensibles. Et encore une fois, on tue le messager pour tuer le message. Et ce qui semble important, c'est que Raoult a bien précisé, François Raoult a bien précisé que ce qui était important dans cette question, c'est de voir comment le système de santé est géré. Et il a employé une expression que j'ai bien aimée, c'est-à-dire si vous laissez des blaireaux un peu partout gérer, surveiller l'entrée de leur terrier, voilà, ils vont laisser rentrer personne. Donc c'est très mauvais de créer des niches comme ça avec des gens qui pensent qu'ils ont le monopole sur, par exemple, le test de telle ou telle maladie ou sur le test de telle ou telle. Évidemment, ça pose des problèmes parce que chacun se met dans son terrier et ne laisse plus personne rentrer. Et dans des cas, par exemple, d'urgence, c'est absolument contre-productif. Donc ça, c'est délétère d'avoir des développements comme ça. Et il faudrait revoir complètement ces gestions pour empêcher justement l'apparition de ce genre de terrier de blaireaux, si vous voulez, avec des personnes qui sont dans leur tour d'ivoire et qui pensent qu'ils ont le monopole sur un truc. Et voilà, ils sont les seuls à décider. Et puis, l'entourage du ministre, ce fameux conseil des scientifiques, il y en a apparemment eu deux, et à chaque fois, le professeur Raoult était étonné de voir que dans cet entourage, eh bien, il n'y avait pas de virologue, il n'y avait pas d'infectiologue connu. Voilà. Et donc, on est censé gérer une crise, une épidémie avec donc une maladie virale, et vous n'avez pas un seul virologue, vous n'avez pas un seul infectiologue dans l'histoire qui conseille sur le confinement, etc. Donc, sur le confinement, le professeur Raoult s'est bien exprimé. Il n'est pas capable, lui, c'est pas sa compétence, c'est selon lui une décision politique. Mais en même temps, le confinement, d'un point de vue médical, ça revient à dire on enferme tout le monde, personne saine comme personne malade, comme personne asymptomatique, porteur, etc., sain comme on dit, cantonnés dans les mêmes endroits. Et en plus, on ne fait pas un confinement à la chinoise, c'est-à-dire que les Chinois, eux, pour des raisons qui leur appartiennent, je pense surtout pour des raisons de message politique, si vous êtes un pays, vous avez 1,4 milliard d'habitants, vous êtes à la tête de ce pays, et que vous avez une épidémie qui se déclare dans votre pays, et que vous savez que vous avez tous les investisseurs qui attendent après vous, euh, vous voyez un petit peu l'image que ça peut donner de votre pays, de savoir qu'il y a une épidémie qui est potentiellement mortelle, qui frappe votre appareil de production. Les investisseurs, ils vont rapidement retirer leurs billes. Donc, bien entendu, il s'agit de rassurer les investisseurs. Donc, le, le fait d'avoir dit on met tout le monde, toute une région sous cloche de verre, 55 millions d'habitants, 13 villes, 13 grandes villes sous cloche de verre, on confine tout ça, on construit des hôpitaux en 15 jours, vous voyez, on a mis le paquet.
quelque part, c'est un peu pour soigner l'image, c'est pour dire, en gros, on a les choses en main, vous voyez. Moi, je crois que... Et ça, c'est ce qui a un petit peu affolé tout le monde. Ben justement, il faudrait un petit peu remettre les choses dans leur contexte et réfléchir à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a provoqué Xi Jinping et le gouvernement chinois à avoir une réaction aussi radicale, vous voyez. Alors que de plus en plus de témoignages semblent émaner pour dire ah ah, il y a eu des athlètes qui sont rentrés des Jeux militaires chinois en octobre l'an dernier et qui avaient une forme atypique de pneumopathie. Voilà, il y a eu un patient français au mois de novembre qui a été testé au SARS-CoV-2 et qui aurait été le premier cas recensé en France, hein, à Paris. Donc il y a quand même des éléments qui tentent à penser, à laisser penser que effectivement, peut-être que ce SARS-CoV-2 ou Covid-19 était présent depuis bien plus longtemps que ça, finalement. Qu'en sait-on, hein? Et qu'il serait apparu, il aurait explosé à ce moment-là, peut-être à Wuhan, peut-être. Et à ce moment-là, les autorités ont décidé avec le tact qu'on connaît aux Chinois, vous savez, c'est la main de fer dans un gant de fer, hein. Donc voilà, on met le paquet, on ferme tout, on laisse pas les gens sortir pendant cette semaine, etc., etc. Donc le vrai confinement, c'est ça, c'est qu'on laisse pas sortir les gens. C'est l'armée qui vient et qui distribue les rations, et les dépose devant la porte des gens qui restent chez eux, qui sortent pas du tout, du tout. Bon, voilà, le problème c'est que dans un pays démocratique, ça paraît un peu difficile de faire ça. Ou alors il faut faire intervenir l'armée. Vous savez que l'armée a commandé des doses incroyables d'hydroxychloroquine, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, vous voyez, bon, enfin bref. Euh, j'ai vu aussi l'information récemment sur ce qu'on appelle le pôle québécois de santé publique, c'est-à-dire enfin, qui regroupe plusieurs services sociaux. Une information qui a circulé en intranet. Alors malheureusement, ils ne pouvaient pas savoir qu'un employé ou une employée a fait passer l'information en communiqué. Et en gros, ils leur disaient, ils encourageaient les employés à réouvrir les services publics, donc tout ce qui est services sociaux, gouvernement du Québec. Et en gros, ils disaient aux gens, rassurez-vous, vous pouvez retourner aller au travail et accueillir le public. On va vous donner de la chloroquine en prévention. Oui. Alors que c'est quand même bizarre. Justin Trudeau a critiqué Trump parce qu'il disait qu'il prenait de la chloroquine, etc. Et, euh, et finalement, eh bien, vous voyez, le gouvernement québécois préconise la prise d'hydroxychloroquine à leurs employés, vous voyez, à leurs fonctionnaires. Vous voyez où on en est dans le double langage. Donc, je dis ça, encore une fois, je ne suis pas un aficionados de l'hydroxychloroquine, mais il y a des choses qui, quand on peut souligner les contradictions, il suffit de poser des questions après, de se poser les bonnes questions, de se dire mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Si l'hydroxychloroquine est aussi dangereuse que ça, si on la prescrivait pendant 70 ans, si on l'a l'an dernier on a vendu 36 millions de boîtes en France, en vente libre. Voilà, y a-t-il des cas d'accidents qui ont été reportés? Vous savez qu'on a dit aux patients, quand ils n'étaient pas traités ici, puisqu'il n'y avait pas ni d'hydroxychloroquine, ni d'azithromycine, ni de traitement, voilà, les seules choses, c'est qu'on faisait des tests avec le remdesivir et d'autres molécules, mais il n'y avait pas de traitement préconisable contre le Covid. Qu'est-ce qu'on disait aux gens? On disait, restez chez vous, prenez du doliprane, prenez du paracétamol. Le paracétamol, vous prenez 2 fois la dose maximale qui est prescrite, qui est indiquée dans la posologie, et vous mourrez. Ça vous tue le foie.
il y a plusieurs fois par année des accidents d'intoxication au paracétamol en France qui finissent par une greffe du foie. Il faut le savoir, ça. Le paracétamol est très toxique, peut être très toxique. Vous voyez. Et là, personne ne dit rien. On préconise de prendre du paracétamol qui a une toxicité avérée, et c'est en vente libre. Et on interdit la chloroquine parce que, oui, c'est dangereux, ça fait des torsades de pointe. Oui, l'hydroxychloroquine fait des torsades de pointe sur les patients cardiaques, évidemment. Le professeur Raoult à ce sujet, fait prendre fait faire des électrocardiogrammes à tous ces patients, à tous les patients auxquels ils ont prescrit de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Bien entendu. Et il n'y a pas eu un accident cardiaque à Marseille. Évidemment, si on fait ça sous la responsabilité des médecins, encore une fois, les médecins savent ce qu'ils font. Ils ont étudié pendant 10 ans. Euh, c'est pas pour, c'est pas pour, c'est pas pour se glander. Enfin, c'est pas pour... Ils savent ce qu'ils font. Ils connaissent les maladies, ils connaissent les pathologies, ils savent, ils connaissent leurs patients. Donc voilà, il y a des choses qui sont voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai, encore une fois, peut-être je vais trouver les liens sur l'histoire du Québec. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte par vous-même. Et il y a un manifeste qui a été signé par 10 spécialistes, virologues, infectiologues, pareil, italiens, en Italie. Incroyable. Vous avez ces 10 spécialistes. Ce sont des gens. Die Temperatur des Gerichtsteigs. Ok, bah oui. Attendez, il faut que je. Voilà. J'ai un problème de température. Il fait très chaud aujourd'hui. Donc on a des spécialistes, voilà, ces gens-là sont des infectiologues, des virologues, ils dirigent des services à Milan, à Gênes, etc., là où ça a explosé, à Bergame aussi. Il y a le professeur Zangrillo, il y a le professeur Clementi par exemple, qui disent que la charge virale baisse, le virus est en train de perdre sa virulence. Les nouveaux patients testés positivement sont des patients qui ont des formes bénignes. En gros, si vous voulez, les urgences en Italie sont vides. Les services de pathologie, bah, on a encore quelques patients résiduels voilà, qui ont des complications, malheureusement, bien entendu, et certains en meurent, mais il y a plus de cas graves. Voilà, hein. Et ça, c'est en Italie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le ministre de la Santé italien dit non, non, il faut continuer à être prudent, il ne faut pas déconfiner, etc. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des clusters, etc. Alors, effectivement, on découvre des clusters de temps à autre. Mais les clusters révèlent quoi? On en a trouvé en Allemagne. On a testé les gens. Eh bien, les clusters qu'on a testés, eh bien, d'abord les tests, il y avait certains faux positifs, c'est-à-dire qu'on a retesté et puis finalement, bah, il a fallu redéclarer les gens qui étaient positifs, négatifs, parce que finalement, bah, c'était pas vraiment le Covid qu'ils avaient, ou une autre forme. Et puis, voilà. Ou alors, c'est des cas, on a eu ces 1000, je sais plus combien, de personnes qui travaillaient dans des ah, euh, dans des abattoirs en Allemagne qui ont été testés positifs. Bon, bah, la plupart sont rentrés chez eux parce que ce sont les personnels de la Pologne et de la Tchécoslovaquie. Ils ne voulaient pas se faire mettre en quarantaine. Et finalement, bon, alors, ils ont peut-être aussi contaminé leur famille. Mais en gros, s'ils avaient la forme pour rentrer chez eux, c'est qu'ils n'étaient pas si malades que ça. Vous voyez. Et en fait, on découvre des cas, mais on découvre des cas qui sont plutôt bénis. Alors, il y a peut-être dans le tout, bien sûr, quelques patients qui vont faire une forme grave. On n'exclut pas. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en Italie, vous avez ces médecins qui disent bah oui, voilà, en gros, la forme est finie. Le ministère de la Santé dit non, faut freiner. Et il est conseillé aussi par des gens, pareil, autorités de santé, etc., qui disent non, 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 faut freiner. Mais ce ne sont pas les praticiens. En France, vous avez le professeur Raoult, vous avez le professeur Perron, vous avez d'autres personnes qui sont sur le terrain qui disent bon ben voilà, nous ce qu'on constate c'est que les services des urgences sont vides, etc. Vous avez Madame Bonner qui est psychiatre et qui a voté, qui est députée
et qui a voté contre le plan de déconfinement, parce qu'en fait, ce plan de déconfinement veut dire que le gouvernement a la main sur l'affaire et peut reconfiner dès qu'il veut, et il va surtout prolonger l'état d'urgence. Elle a voté contre, elle était LRM, elle est sortie, elle a été exclue du parti. Ben voilà, elle dit aussi, voilà, il y a des choses qu'il faut mettre à jour. Et voilà, une opposition entre les praticiens. Et puis Madame Vonner étant psychiatre, elle voit les effets psychologiques du confinement et puis de toutes ces mesures avec les masques, le port du masque, etc., qui sont absolument délétères. Ben voilà, en fait, on a le ministre qui dit non, 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 on reste droit dans nos bottes. Vous avez ça en France, vous avez ça en Allemagne aussi. Vous avez un seul institut qui est le Robert Koch Institute, qui sert de référence pour Mme Merkel pour prendre ses décisions, et pour le ministre de la Santé, M. Spahn. Et puis, en fait, vous avez des dizaines de praticiens et de professeurs émérites, comme le professeur Bagdi, qui a été enseignant à Mainz, et vous avez le professeur Streeck, qui est à Bonn, etc. Et bien voilà, tous ces gens-là, en fait, c'est comme s'ils pissaient dans un violon, excusez-moi du terme, mais voilà, les seuls qu'on écoute sont les spécialistes du Robert Koch Institute. On n'écoute personne d'autre. Donc vous avez ça dans plusieurs pays. Peut-être qu'au Québec, il faudrait que nos amis québécois disent dans quelle mesure ça se passe, mais peut-être qu'on a exactement la même chose. Peut-être qu'aux États-Unis, on a une situation similaire, ou en Angleterre, ou dans d'autres pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ça. On voit en France, on voit en Italie. Je parle des pays où j'ai pu lire les articles et où je comprends la langue. En allemand, en français, en italien, on retrouve des situations similaires. Voilà. Et donc, c'est tout un système de santé qu'il faut remettre en question, c'est-à-dire qu'il faut remettre, à mon avis, le patient et le praticien, le médecin au centre de la santé, des considérations de santé. Et puis, cesser cette technocratisation. Hein, bien sûr qu'on en a besoin parce qu'on a une complexification énorme des questions de santé, et notamment avec cette spécialisation, la technologie. Mais en même temps, il faut retrouver un équilibre, parce que faire des coupes budgétaires simplement pour faire des économies, ça peut aller vraiment en dépit du bon sens. Et on voit bien que les médecins en France, ça fait un bon moment qui râlent et qui réclament des moyens, et on a vu la façon dont ils ont été jusqu'à maintenant méprisés. Ça peut pas continuer, à mon avis. Il faut vraiment que toute la population française prenne en main ce sujet, parce que c'est la santé de tout le monde. Dans une épidémie, par exemple, ça nous concerne tous. Il n'y a pas dit de riche, ni de pauvre, ni de blanc, ni de noir. Il n'y a pas de Black Lives Matter ou autre chose. Tout le monde est concerné par ça. Vous comprenez? Une épidémie, ça peut toucher tout le monde. Point barre. Hein, donc ça nous concerne tous. Donc voilà. Et je pense que au vu et au su de tout ça, moi, je, ma religion est faite sur ce sujet. Je donne à professeur Raoult 100% raison. 100% raison. Non pas sur l'hydroxychloroquine, où je ne peux pas me prononcer, je ne sais pas. En tout cas, disons que voilà, j'ai des doutes, j'ai des questions qui se posent, parce que je vois qu'effectivement, l'histoire du gouvernement québécois, quand même, c'est quand même révélateur. Il y a quelque chose qui se passe. Mais en tout cas, pour ce qui est de la position du professeur Raoult par rapport à ce qu'il a décidé pour lui, pour ses patients, pour l'IHU à Marseille, et ce qu'il a fait, je lui donne à 100% raison. 100% raison. Son boulot, c'est professeur de médecine, c'est de soigner les gens. Et il a très bien agi. Il a vu ce que faisaient les Chinois, il a regardé les bons exemples, là où ça fonctionne, les Chinois, et pas seulement les Chinois, les Coréens, et les Taïwanais, etc. Il y a Singapour, vous avez les tapés, où il y a des très 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 bonnes statistiques. Il n'y a pas que on nous vante les mérites de l'Allemagne en disant oh, vous vous rendez compte, l'Allemagne, ils sont bien mieux que nous. Effectivement, nos voisins allemands, nos cousins germains, voilà, voilà, j'y suis. Hein. Donc voilà, on a moins de morts, oui, bien sûr, oui, parce qu'on a plus de lits d'hôpitaux. Et bon, je pense que le service de santé allemand est mieux structuré. Pour combien de temps encore, ça reste la question. Mais on est encore, disons, un peu privilégié par rapport aux Français. Oui, parce qu'on n'a pas autant de dettes sur le dos.
On n'a pas la même balance commerciale entre l'Allemagne et la France. Et donc, voilà, ça fait la différence, vous voyez. Sauf que, bien sûr, c'est un fait. Mais par contre, en Allemagne, on a quand même déliré, hein. On- Moi, l'autre jour, j'étais dans un café, on m'a refusé de me donner un verre d'eau pour accompagner l'espresso, tout simplement parce que c'est dangereux, on pourrait attraper le Covid en buvant un verre d'eau de plate. Vous voyez, on en est. Je veux dire, des décisions, et ça c'est un exemple, mais je pourrais en citer des centaines de décisions complètement absurdes qui n'ont absolument rien à voir avec la logique et avec la science et avec quoi que ce soit de fondamental. Seulement, les gens se laissent entraîner dans une espèce de spirale infernale de la peur et vous voyez, vous vous rendez compte, il faut se protéger, etc. Voilà. Se protéger, enfin, voilà, il faut se protéger avec son cerveau, hein. Il faut faire marcher ses cellules grises, à mon avis. Ça fait partie de la protection. Voilà, donc je dis encore une fois, Raoult a raison. Voilà, Raoult a raison. Sur le terrain, sur le plan de la méthode, on y a beaucoup critiqué là-dessus, mais moi je pense que la méthode qui est de dire, et c'est ce que le professeur Raoult a toujours dit, euh, tester, isoler, protéger les personnes fragiles, isoler les personnes atteintes, mettre en quarantaine les personnes où on n'est pas sûr, et traiter, et traiter. Et si on n'a pas de traitement panacée, eh bien on prend le traitement qui est le moins, qui propose le moins, qui apporte le moins d'inconvénients. Et l'hydroxychloroquine semble à ce sujet coûte pas cher et semble avoir une efficacité relative. Après, semble, hein, qu'on ne vienne pas me dire que je suis un pro hydroxychloroquine. C'est, ça pourrait être une autre molécule. De toute façon, voilà, c'est pas ça qui est en question. Ça peut être l'azithromycine. Il y a certains médecins en France, Madame Paillard, qui a utilisé des macrolides. Voilà, ça peut être ça. Voilà. Et on a demandé à ces personnes, le Conseil de l'ordre des médecins a demandé à ces personnes de se taire. C'est fou. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Voilà. Alors que si les gens ont des résultats avec leurs patients, voilà, ils ont des résultats avec leurs patients, c'est ça qui compte, c'est des médecins. Donc voilà, je donne complètement raison au professeur Raoult, n'en déplaise à certains. Et il faudra réfléchir à notre façon de concevoir la santé et notre façon de concevoir tout ça, c'est-à-dire cette espèce de... L'administratif n'est pas un ennemi du peuple, mais dans des situations comme cela, on voit qu'il y a un tel décalage par rapport à la réalité qu'il faudrait remettre des réinstaller du dialogue, quoi. Enfin, et pour réinstaller du dialogue, il faut que les gens qui sont au poste de décision acceptent le dialogue. Là, on est vraiment dans des situations de dialogue de sourds. On a vu, la crise du Covid révèle, en fait, toutes les lacunes qu'on a avec l'État actuel. Voilà. Voilà, je vous laisse à toutes ces réflexions. Et puis passez encore une bonne journée. Et puis espérons qu'un jour on va finir par faire tomber tous ces masques et toutes ces mesures de distanciation sociale. Parce que, enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'en peux plus, hein. Je n'en peux plus. Ça me gave, hein. Voilà. Allez, bonjour chez vous.